Bonsoir à tous. Merci d'avoir rejoint ce deuxième webinaire d'Écoquelicot de Montsartou que nous avons décidé de passer en compagnie de Daniel Pf, ancien maire de Langouette en Bretagne, et voilà, qui nous fait le plaisir de nous rejoindre pour témoigner et puis voilà, pour partager avec nous les questions de la transition à l'école, du militantisme contre les pesticides et puis voilà, des actions qu'il a pu mener avec sa commune depuis nombreuses années. Donc voilà, on va pouvoir interagir et vous pourrez poser vos questions. N'hésitez pas tout au long du webinaire, on les transmettra et voilà, ça permettra de faire des temps d'échange. Voilà, donc je vais laisser Daniel se présenter et puis on interagira ensuite. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis vraiment content d'être parmi vous parce que j'aurais bien aimé être en physique à Mons-Sartoux, qui pour moi est une commune compagnonne de route de l'écologie depuis déjà bien longtemps. Et je salue Gilles Pérol en particulier, avec qui j'ai eu l'occasion de travailler sur les cantines rebelles qu'il a fondées et qui est aujourd'hui un réseau avec Un Plus Bio, qui est un réseau aujourd'hui de promotion du bio dans les cantines, notamment municipales. Donc, moi j'ai été élu maire, si vous voulez, en 1999 à la faveur d'une élection partielle. Donc dans les petites communes rurales, vous savez, à l'époque, les gens, on raye, on met des gens, on peut voter même pour des gens qui ne se présentent pas, etc. On peut mélanger les listes, bref. Et donc, à ce moment-là, j'ai été élu un peu par hasard, essentiellement parce que les gens ne voulaient plus de l'équipe précédente et que donc, je me suis retrouvé maire en octobre 99, un peu par hasard. Et bien embêté d'ailleurs, parce que je ne savais pas trop par quel bout prendre les choses. Et j'ai proposé au conseil municipal de s'engager dans la question de développement durable. En 99, c'était une question tout à fait étrangère au langage politique local. On ne savait pas du tout qu'est-ce que ça voulait dire concrètement. Et le village était plutôt dans le cadre de vie, et encore le cadre de vie, ça consistait au fleurissement du village. Et donc, en s'engageant là-dedans, dans cette politique plus offensive, quand même, le développement durable était une notion quand même assez politique à l'époque, on l'a transformé en essayant d'être très pratique. Donc, nous avons fait la première cantine 100% bio de France, c'est à Langouette. Nous produisons 100% de notre électricité pour les besoins de l'éclairage public et les besoins communaux. Nous avons récemment commencé à produire de l'électricité pour les habitants. Nous avons construit du logement social très écologique, avec des performances très fortes en termes d'écomatériaux, de biodiversité dans l'aménagement du hameau, et également des performances thermiques, puisque les dernières maisons que nous sommes en train de construire, en tout cas j'ai signé les permis, ce sont des maisons en accession sociale à la propriété, sans aucun euro de chauffage de consommé. Donc, nous sommes engagés de façon très volontaire dans ce que l'on a appelé l'écologie sociale. Et donc, c'était pas facile. D'abord, il fallait nous-mêmes changer un peu notre façon de faire. Il fallait travailler en réseau, il fallait trouver des architectes, il fallait trouver des agriculteurs, il fallait trouver des fonctionnaires qui nous aident. Bon, c'était donc très, très, très compliqué, mais nous y sommes arrivés. Et pour le coup, la commune est devenue un peu célèbre. Et pour ceux qui s'intéressent à l'écologie et aux communes, vous trouverez Mons-Sartoux et Langouette souvent, vous trouverez Los Anguel tout le temps. Et on est présenté comme des villages ou des communes très écolos, 100% écolos. Et pour la Bretagne, on avait toujours, bon, évidemment, le village gaulois, 100% écolo, etc. Donc, c'était des images positives. Et puis, on a continué, bien entendu. On a été la première commune à ne plus utiliser de produits phytopharmaceutiques, désherbants, etc., dans l'entretien des espaces verts, cimetières et terrain de foot compris.
Bref, on a fait une école de haute qualité environnementale qui récupère l'eau de pluie, qui produit son énergie, qui est tout en bois, qui est magnifique sur le plan des apprentissages. Donc, on avait réussi de l'écologie concrète. Et il se passe un événement dans la commune. C'est que il y a des coquelicots dans la commune. Et ces coquelicots viennent me voir et me disent, Monsieur le maire, en 2016, vous avez pris un arrêté d'interdiction des pesticides tueurs d'abeilles dans un rayon de 3,5 km autour d'une ruche. Et personne n'a jamais entendu parler de cet arrêté, qui est d'ailleurs toujours en vigueur. Et est-ce que vous ne pourriez pas, monsieur le maire, nous protéger des pesticides de synthèse, notamment du glyphosate? Parce que figurez-vous que voici nos analyses. Alors moi, j'avais fait ces analyses aussi avec eux. Voici nos analyses d'urine et nous sommes sous le choc parce que l'une des petites filles, 8 ans, c'est elle qui a le taux de glyphosate le plus important, 30 fois supérieur à la norme, et qu'elle mange bio à la maison et elle mange bio à l'école puisqu'elle mange à la cantine. Donc elle ne peut que respirer dans l'air ces pesticides, ce glyphosate en particulier. Est-ce que vous ne pourriez pas faire quelque chose pour éloigner, pour nous protéger en quelque sorte? Je vais voir les agriculteurs, je leur dis il y a un problème, et je m'aperçois de façon violente et très personnelle que les maladies professionnelles des agriculteurs reconnues par la MSA du fait des pesticides sont aussi les maladies de bien des riverains dans ma commune. Et donc je propose aux agriculteurs, je dis écoutez, je vais faire un arrêté d'éloignement des pesticides de synthèse de 150 mètres des maisons pour protéger les habitations, voilà. Mais je vais prendre en charge, la commune va prendre en charge vos frais, c'est-à-dire désherbage mécanique, perte de rendement, etc. Tout commençait à aller à peu près bien, sauf que l'arrêté que j'ai pris était un arrêté très, très bordé sur le plan juridique, travaillé avec l'aide d'avocats du barreau de Versailles, et que Madame la préfète de la République ainsi que la FNSEA y ont vu une menace considérable en disant si cet arrêté est maintenu, il fera jurisprudence sur l'ensemble du territoire français. Donc, la préfète, au lieu de venir me voir en disant je comprends votre problème, vous êtes un village écolo, je comprends que vous vouliez régler ce problème de santé publique et de biodiversité, mais non, elle ne fait pas ça. Elle envoie un communiqué de presse à Ouest France, le journal donc, le plus lu sur la région Bretagne, et dans le communiqué de presse, elle dit si le maire de Languette ne retire pas son arrêté, je le convoquerai au tribunal administratif. Et à ce moment-là, j'ai eu tous les coquelicots de France et de Navarre qui m'ont écrit, des mails partout, des cartes postales à n'en plus finir. Mon bureau était... on ne savait plus avec la secrétaire de mairie comment faire pour recevoir tous ces messages. Nous avons reçu toute la presse de France et a débarqué à Languette pour voir ce qui se passait. Le New York Times est même venu à Languette faire un reportage. Plantu a fait deux dessins dans la Une du Monde pour me soutenir. Charlie Hebdo, Riss est venu au tribunal faire des croquis, etc. Enfin, ça a été une folie absolument incroyable, jusqu'au moment où j'ai été accompagné par une foule, je dirais, au tribunal, et ça a encore accéléré la notoriété de cet arrêté, qui est approuvé en été 2019 par un sondage de l'IFOP. 96% des Français interrogés approuvent l'arrêté pris par les maires. Alors quand je dis les maires, c'est parce que, à ma grande surprise, et avec une grande émotion, 113 maires de France ont pris le même arrêté, dont des communes comme Sceaux, Gennevilliers, Malakoff, Nanterre, qui n'ont pas d'agriculture. Mais ils ont un problème avec le glyphosate et les pesticides, c'est que c'est abondamment utilisé par la SNCF qui traverse leur ville de part en part et proche des habitations. Donc ils sont aussi menacés par ce glyphosate.
mais également les copropriétés qui ont échappé à la loi Labbé, qui est mon compagnon de route sénateur, et comment dirais-je, n'a pas réussi dans sa loi à interdire l'usage des pesticides de synthèse pour l'entretien des copropriétés. Dans les copropriétés, ce sont les bailleurs sociaux, par exemple, donc qui utilisent abondamment ces produits pour entretenir les jardins d'enfants, les pelouses, etc. etc. D'ailleurs, c'est parmi les horticulteurs, les paysagistes, qu'il y a le plus de malades reconnus par la MSA aujourd'hui, parce qu'ils se protègent beaucoup moins que les agriculteurs dans leurs tracteurs. Donc, ces prises de position par les maires nous ont conduit à créer une association qui est le collectif des maires anti-pesticides et qui aujourd'hui attaque très fort le Haut Conseil constitutionnel, Haut Conseil d'État, pour dire une chose, hein, qui est un scandale sanitaire absolu que Fabrice Nicolino a bien démontré à plusieurs reprises dans plusieurs ouvrages, c'est que des produits extrêmement dangereux ont été mis sur le marché sans étude préalable sur l'impact des riverains. Et donc, c'est quelque chose d'absolument incroyable. Quand vous regardez un bidon de pesticides, de fongicides par exemple, sur le colza, vous avez marqué sur ce bidon « Danger pour les femmes enceintes, ne pas approcher, etc. Prendre des précautions, ne pas respirer. » Et vous avez en bas du bidon une petite marque qui est marquée « Durée de rentrée » dans le champ. Durée de rentrée, ça veut dire le temps pendant lequel on demande à l'agriculteur ou à l'agricultrice de ne pas rentrer dans le champ après l'épandage. Parce qu'après l'épandage, ça part un peu dans l'air, beaucoup dans l'air, ça reste un peu sur la plante, mais ça se volatilise, c'est la volatilisation. Et donc, c'est cette volatilisation, si vous voulez, qui est très dangereuse, parce que, sauf à nous faire croire, à nous faire le coup du nuage de Tchernobyl, où le nuage de pesticides épandus resterait en lévitation autour du champ et n'irait pas dans les communes voisines ou dans les champs voisins, c'est évidemment une aberration. Nous sommes face à un scandale absolu et nous espérons le faire reconnaître et faire condamner l'État en particulier pour non-assistance à personne en danger. Et pire, nous espérons faire condamner l'État pour avoir empêché des maires de protéger leur population. Voilà. Oui, parce que, mais alors, donc il y a des dizaines et des dizaines de mairies qui ont rejoint un peu cet engouement des arrêtés, mais il y a quand même des arrêtés qui ont été validés par certaines instances, il me semble, ou est-ce qu'elles ont toutes été, ils ont tous été suspendus finalement? Alors, on a eu l'extrême bonheur du tribunal de Cergy-Pontoise, qui, donc tribunal administratif de Cergy-Pontoise, où Madame la juge, dans son arrêté, donne raison au maire en disant il y a danger face aux pesticides de synthèse et face à une carence avérée de l'État à protéger la population, le maire est dans son bon droit de faire valoir son droit de police générale. Mais ces arrêtés, ces décisions, le préfet a fait appel et les cours d'appel du tribunal administratif ont tous retiré les arrêtés. Donc aujourd'hui, il n'y a aucun arrêté qui n'ait pas été suspendu. D'accord. Et donc, j'imagine que ce travail, du coup, a dû être mené en accompagnant les agriculteurs, puisque vous le dites vous-même, les agriculteurs ne sont pas forcément les premiers responsables, et on doit leur tendre la main pour sortir du coup des pesticides. Et comment concrètement vous avez fait à l'Angouette pour encourager des paysans à changer leur modèle, et comment s'est passée un peu cette transition concrètement? Est-ce que voilà, vous avez rencontré des freins, et est-ce que il y a eu des virulences et voilà, même vis-à-vis après l'arrêté, vis-à-vis de certains paysans qui seraient un peu récalcitrants? Alors donc on a depuis longtemps dans la commune des agriculteurs qui sont passés en bio, avec d'ailleurs une grande réussite économique.
qui est à la faveur souvent de la reprise de l'exploitation à la suite de leurs parents. Mais une majorité d'agriculteurs qui ont aussi repris la ferme de leurs parents se sont au contraire engagés dans une autre logique, celle des volumes, celle d'une augmentation de la stabulation, d'une augmentation des terres, d'une augmentation de la production et donc d'une augmentation des pesticides. Et ces jeunes, quand on leur dit mais là il y a un problème, vous répondent j'ai une formation, je sors de l'école d'agriculture, j'ai été formé au bon usage des pesticides. Les pesticides d'ailleurs c'est pas plus dangereux qu'autre chose. Donc il y a un déni et ce déni est fort puisque la critique, si vous voulez, le fait de mettre en cause les pesticides, ça les touche énormément. Ils se sentent énormément agressés. Ils se sentent humiliés. Ils se sentent montrés du doigt. Ils se sentent traités de pollueurs. C'est insupportable pour eux. C'est insupportable pour eux. Et donc, ils se regroupent et ils ont un syndicat qui joue avec ça et qui invente un terme dans lequel ils se sentent bien, c'est le terme d'agribashing. Et ce terme d'agribashing est même aujourd'hui, l'agribashing est même aujourd'hui un délit, puisque Castaner, l'ancien ministre de l'Intérieur, a créé des cellules Déméter pour observer l'agribashing, pour observer la critique du modèle agricole. C'est quelque chose de très structurel. Hein. Je vais vous parler de... Ils pensent, les agriculteurs, que c'est une atteinte à leur liberté. Vraiment. Ils se sentent complètement agressés. Et je le dis dans mon bouquin, à un moment donné, je raconte l'histoire de Madame la préfète de région qui va à une inauguration préfectorale à Cancale, sur la côte. Et elle est suivie par la presse, et la presse lui dit, mais enfin, Madame la préfète, quand même, vous savez que Monsieur le maire d'Angouette, il est très écolo et tout ça, pourquoi voulez-vous l'empêcher de protéger sa population? C'est un truc qu'on ne comprend pas. Et Madame la préfète répond, écoutez, je ne peux pas laisser ce maire prendre une telle décision, car rien ne l'empêcherait la semaine suivante de prendre un arrêté d'interdiction du port de la moustache. Vous voyez ? Un arrêté d'interdiction du port de la moustache, c'est une atteinte à la liberté individuelle. Et bien, elle met ça dans le même sac. Elle met ça dans le même sac. Et donc, c'est une pensée préfectorale profonde. Ça sort de l'ENA, mais enfin, ça sort profond. Il y a quelque chose, vous voyez, qui relève d'une atteinte à la démocratie quelque part, puisque nous savons aujourd'hui que les bénéficiaires de la vente des pesticides, hein, ce sont bien les coopératives qui vendent et prescrivent les pesticides aux agriculteurs. Donc les agriculteurs sont enfermés dans quelque chose. Mais mais j'insiste beaucoup, jamais dans les arrêtés que nous avons mis, jamais dans les manifestations que nous avons faites, jamais j'ai vu une manifestation de coquelicots, par exemple, qui sont toujours joyeuses, mettre en cause les personnes et mettre en cause les agriculteurs. Jamais. On a fait comme Irène Frachon. Vous avez fait, vous les coquelicots, comme Irène Frachon, quand elle dénonce le Mediator, elle attaque les laboratoires Servier. Elle n'attaque pas les pharmaciens. Oui. Eh bien, on est pareil. Nous, on n'a jamais attaqué les agriculteurs. Mais force est de constater qu'il y a des réticences au changement très fortes et que moi, je suis persuadé que c'est notre société qui a mis les agriculteurs dans la chimie et parfois malheureusement dans la chimio, et que c'est à nous, société, de les sortir de cette situation de dépendance aux pesticides. Et ça ne va pas être simple parce qu'ils ne le veulent pas. Oui. Et c'est vrai qu'il y a aussi peut-être dans cette dynamique d'agrandissement des parcelles et de productivité, et puis du coup d'usage des pesticides, peut-être la PAC en arrière-plan qui peut être responsable de cette dynamique. Enfin, qu'est-ce que vous pensez à ce titre-là peut-être voilà, d'une réforme à venir de la PAC, et comment la PAC pourrait évoluer pour changer ça, et peut-être pour encourager réellement les agriculteurs à changer leurs pratiques et voilà, et à ce que réellement on puisse sortir des pesticides.
quel rôle peut jouer la PAC Alors, la PAC évidemment serait un levier extraordinaire. Pour l'instant, la PAC est très 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 modeste et encourage les mêmes logiques, c'est-à-dire finance les agriculteurs à la surface, par exemple. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, les agriculteurs ont plus de revenus du fait de la PAC et des subventions PAC que de leur propre activité agricole. Et donc, ils ont une tendance à acheter ou avoir de plus en plus de foncier parce qu'il y aura de plus en plus de dotation PAC. Donc, c'est un piège tout à fait considérable. L'autre piège, c'est que nous avons un système en France qui est issu de l'après-guerre 1947. Nous avons le principe de cogestion de l'agriculture, un système qui est co-géré par le ministre de l'Agriculture et géré par le ministère de l'Agriculture et le syndicat majoritaire. Or, le syndicat majoritaire aujourd'hui, c'est la FNSEA, et la FNSEA, elle est majoritaire partout. Elle préside 100% des chambres d'agriculture. Elle préside 100% des affaires. Elle est au conseil d'administration du Groupama, du Crédit Agricole. Elle est dans toutes les instances de décision et ça ne vous aura pas échappé que Madame la présidente de la FNSEA est devenue un leader donc, européen de l'agriculture. Et donc elle a pesé de tout son poids pour que les intérêts des coopératives de vendre des pesticides ne puissent pas être remis en cause. Donc nous sommes là face à un lobby qui est au cœur de la décision gouvernementale. Et Nicolas Hulot, vous savez, il est breton, Nicolas Hulot, il est d'une commune pas très loin de la mienne. Bon, quand il démissionne clairement en disant, voilà, toutes les propositions que je fais au niveau du ministère de l'écologie sont arbitrées négativement parce qu'il y a le ministère de l'Agriculture qui s'oppose à toute évolution. Et donc, il parlait de lobby au cœur, effectivement, de la décision gouvernementale. Donc, nous sommes là face à un problème démocratique, du lobby, et un problème politique, c'est-à-dire qu'il y a des décisions politiques qui ne sont pas prises, et le président Macron, qui avait annoncé la fin du glyphosate dans sa campagne électorale, ne le fait pas, retarde sans cesse les échéances, et non seulement retarde les échéances, mais trouve le moyen de réintroduire des pesticides extrêmement nocifs au motif d'une difficulté sur les champs de betteraves. Et du coup, c'est vrai que par rapport à ce lobby qui a l'air assez puissant, on penserait qu'il y aurait tout intérêt à créer vraiment un lobby citoyen, et c'est ce qu'on a essayé de faire, nous, avec les Coquelicots depuis 2 ans. Mais est-ce que vous croyez, vous, en ce modèle de lobbying citoyen, et quel poids vraiment on pourrait avoir dans ces décisions-là, finalement, et pour faire peser sur la balance notre voix et finalement notre vœu, comme vous l'avez défendu, de protection de la santé les arguments scientifiques, les arguments, vous avez le professeur Yorgos, par exemple, professeur de sociologie à l'université de Versailles. Bon. C'est quelqu'un qui enseigne donc à ses étudiants, il est sociologue, il n'est pas chimiste, il enseigne la littérature sur les pesticides depuis l'origine des pesticides jusqu'à nos jours. Il enseigne à ses étudiants, voilà ce qui a été fait comme recherche, voilà ce qui a été écrit, voilà quelles sont les publications internationales sur les pesticides. Toutes ces recherches montrent la dangerosité des pesticides. Toutes ces recherches montrent la collusion qu'il y a entre les chercheurs, les chimistes et les laboratoires pharmaceutiques ou de production chimique. Donc, les seuls qui disent qu'il n'y a rien, il n'y a pas de souci, ce sont les producteurs de pesticides eux-mêmes. Et vous savez que le scandale du scandale, ce qu'a montré à tellement de reprises Fabrice Nicolino, c'est de dire que les produits qui sont mis sur le marché sur la base d'un bordereau CERFA, donc un bordereau administratif, fourni par les producteurs de pesticides eux-mêmes. Et donc, on arrive quelque part à nos fins, puisque là où nous en sommes arrivés, si vous voulez, c'est que grâce aux coquelicots, c'est de faire prendre conscience à l'ensemble de la population que c'était dangereux. Là, on a gagné un peu la bataille de l'opinion, voilà. Mais on n'a pas gagné
la bataille politique. Et malgré le plus du million de signatures amenées à Madame la ministre, ça n'a pas changé quoi que ce soit sur le plan gouvernemental. Et Donc oui, là, les pétitions, on en a fait tellement et tellement, elles n'ont pas objectivement d'effet. Donc l'autre stratégie, c'est véritablement le pénal. C'est vraiment la justice. De saisir, parce que là où nous avons des textes qui sont en contradiction totale avec le principe de précaution et qui sont en conflit total avec la préservation de l'environnement et de la santé publique. Donc nous essayons de faire valoir les droits des citoyens au titre de leur protection. Pour l'instant, nous n'y sommes pas arrivés non plus. Ouais. Donc, on est vraiment très embêtés parce que on n'arrive pas à faire plier les autorités, à faire plier le gouvernement, tellement les lobbies sont puissants, et les lobbies agricoles sont puissants, et tellement, je pense, tout gouvernement a très très peur du lobby paysan, très très peur du lobby paysan. C'est considéré comme un des lobbies les plus, qui s'il bouge, il est l'un des plus dangereux pour la République, parce que 2000, 3000, 4000 tracteurs qui décident de descendre sur Paris, ça effraie beaucoup. Et donc, il y a une vraie pression sociétale. Donc, je crois que la seule chose qu'on puisse faire vraiment, c'est aujourd'hui, hein, d'abord c'est interdire les pesticides, bien entendu, mais c'est surtout essayer de sortir les agriculteurs de cette dépendance aux pesticides. Et c'est pas gagné, hein, parce que c'est pas du tout gagné. Donc, bah, c'est vrai que voilà, nous on s'engage dans un nouveau, voilà, dans ce nouveau mouvement Nous voulons des paysans ouais. qui est en train de démarrer, et je pense que c'est un souhait, c'est vrai que c'est un souhait vraiment national bon, voilà, qui émane des coquelicots, mais qui doit parler à beaucoup d'autres citoyens, de pouvoir finalement procéder et faire évoluer un changement de l'intérieur, finalement, de ne pas faire seulement du militantisme pour obtenir des décisions du gouvernement, mais voilà, de faire changer le système de l'intérieur. Et c'est peut-être là où on a le plus de chance. On voit que les initiatives quand même se déploient. Et, et voilà, c'est vrai qu'on essaye d'agir au plus efficace. Après, voilà, je pense que, enfin, je sais pas comment vous, à Langouette et puis voilà, peut-être ailleurs, comment les citoyens peuvent aussi s'allier à, bah, des mairies, voilà, à des élus, et puis quelle stratégie on pourrait être amené à mettre en place pour peut-être voilà, faire plus de poids. Et c'est vrai que la démocratie participative et locale vraiment pourrait être décisive pour voilà, qu'il n'y ait pas les citoyens dans un coin et puis des élus de l'autre qui peut-être s'activent au niveau pénal. Et puis voilà. Mais je ne sais pas voilà, comment ça s'inscrit vraiment à Langouette, par exemple, peut-être les citoyens, enfin comment les citoyens se sont impliqués et comment la commune les a soutenus et voilà, vice-versa. Mais ça doit être un Oui, point quand même. si vous voulez, moi, je ne me présentais pas aux élections, mais il y a eu des élections municipales, bien entendu. 80,25% de participants. Et la FNSEA a présenté une liste pour faire chuter le symbole que représentaient les pesticides. Et ils ont gagné de 2 voix. Donc aujourd'hui, la majorité est du côté de ceux qui ne veulent pas changer et de ceux qui ne veulent pas toucher aux pesticides. Vous voyez, tout ça pour 2 voix simplement. Mais ça veut dire, vous voyez, le 80,25% des gens qui se présentent. Alors après, bon, il y a eu tous les phénomènes, je dirais, que savent utiliser les lobbies, c'est-à-dire on est allé chercher le pouvoir des grands-mères Alzheimer qui ne savaient même pas qu'il y avait vote, ils ont été chercher des gens hospitalisés, etc., etc. Enfin, ils se sont joués avec la famille, avec toutes ces choses-là. Ils ont fait pression sur les gens travaillant à la chambre d'agriculture, ils ont été chercher les propriétaires agricoles fonciers, etc. Enfin, oui, donc, et ça a fait que il y a eu la bascule au niveau politique.
Donc, ça veut dire, si vous voulez, que ce que je voulais dire tout à l'heure en introduction, c'est-à-dire que pendant 21 ans, j'ai fait vraiment de l'écologie concrète, mais à Mmh. partir du moment où je me suis attaqué aux pesticides, là, ça n'a plus rigolé du tout, c'est-à-dire qu'on s'attaque véritablement Mmh. à des OK, ouais. logiques extrêmement puissantes qui se sentent menacées. Rendez-vous compte que la FNSEA, le ministère de l'Agriculture, se sont sentis menacés par un arrêté pris par un maire d'une commune de 600 habitants. Mmh. Vous voyez à quel point mon arrêté devait être, devait être bien. Voilà. Donc, on est dans des rapports de force, malheureusement, et je pense qu'il faudrait réussir à en sortir de ces rapports de force parce qu'ils ne nous sont pas bénéfiques à nous, Mmh. citoyens, et ils ne sont pas Mmh. bénéfiques à la biodiversité, ils ne sont pas bénéfiques à la santé publique. Donc il faudrait qu'on arrive à sortir de ce conflit dans lequel on ne veut pas être, puisqu'on n'a jamais mis en cause les agriculteurs. Mmh. Et donc c'est vrai que là, vous avez décidé de ne pas vous représenter, pour ce dernier mandat, et du coup, comment vous voyez, l'avenir de Languette? Est-ce que, du coup, tous les projets qui ont été mis en place, depuis des années sont menacés? Et puis vous, qu'est-ce que vous envisagez? Pourquoi vous avez décidé de ne pas vous représenter? Est-ce que c'était, un souhait depuis? Oui, oui, j'avais décidé de ne pas me représenter déjà en 2014, j'avais annoncé donc à tout le monde que je ne me représenterais pas. Vous savez, ma conception de la politique, c'est pas faire autant de mandats, quoi. J'ai déjà fait un mandat de trop dans ma conception des choses. 21 ans de mandat, vous vous rendez compte? Mmh. C'est beaucoup trop. Donc il y a un moment donné, il faut faire 2 mandats et puis voilà, quoi. Et pas multiplier comme ça les mandats. Donc je n'étais, en tout état de cause, je n'étais pas d'accord de poursuivre pour des raisons démocratiques. Et Mmh. puis après, sur le village, si vous voulez, c'est intéressant sur le plan sociologique. C'est-à-dire que, est-ce que tout ce qui a été fait va s'effondrer au motif d'un changement de municipalité ou pas? Est-ce que c'est profondément ancré ou pas? Mmh. Euh, Moi, je pense que c'est très ancré, qu'il y a vraiment un village qui était pas écolo du tout il y a 20 ans, Mmh. mais du tout de chez du tout. J'étais le seul écologiste du village. Et peu à peu, elle s'est acquis à cette cause-là parce les gens ont vu que c'était très concret, quoi. Mmh. Qu'une cantine 100% bio, que c'est concret, que les gosses aiment bien, qu'ils sont bien nourris, oui. On a construit du logement social sans quasiment besoin de chauffage. Bon, ça, vous savez, c'est du concret. Mmh. Vous voyez, donc il y aura une grande difficulté, je pense, à remettre en cause ces choses concrètes parce que bon, il y a une sorte de logique, si vous voulez, un village qui a pris le chemin de l'écologie ne fait rarement marche en arrière. Mmh. Donc c'est J'espère. ancré, Oui. au chez en chaque citoyen, en tout cas, et dans les habitudes vraiment de. Parce qu'autrement, ça voudrait dire que ce projet a été fait sous une gestion autoritaire et que l'autorité partant, le projet s'effondre. Donc, je crois que c'est plus profond que ça. Je crois que Très bien. c'est difficile aujourd'hui de toucher à la cantine 100% bio, par exemple, je pense. Mmh. Et vous-même, quels engagements vous souhaitez mener maintenant? Enfin, on sait du coup que vous êtes, engagé dans le collectif des maires anti-pesticides, et donc il y a sûrement ces actions qui vont se poursuivre. Mais après, localement, ou voilà, Alors, moi, d'une autre manière, comment? je m'intéresse beaucoup bon, aux élections régionales qui vont arriver en juin. Euh, alors évidemment, le fait de passer à la télévision tous les jours, plusieurs fois par jour, ça fait que beaucoup de Bretons savent qui je suis. Mmh. Et, euh, et donc on s'est demandé, mais est-ce qu'on peut travailler sur cette notoriété là, et puis pour faire avancer un certain nombre de choses. Et j'ai accepté, mais à une condition,
c'est de créer une liste qui soit très politique, bien entendu, mais apartisane, c'est-à-dire sans parti politique. Parce que si on veut réussir, par exemple, la métamorphose de l'agroalimentaire ou de l'agriculture, il faut qu'on travaille, que les écologistes travaillent avec des gens qui ne sont pas d'accord avec eux. Mm. Sinon, on ne transforme rien, on reste chacun dans son camp, position, contre-position, etc. Et donc, on n'avance pas. Donc, on ne fait pas de politique. On ne fait pas de politique, c'est-à-dire on ne fait pas la politique du changement. Donc, j'ai proposé une liste qui s'engage sur la transition écologique de la Bretagne, mais sans étiquette politique. Et ça permet, si vous voulez, à ce jour, d'avoir des gens de beaucoup de sensibilités différentes, qui sont d'accord d'en découdre avec les difficultés qui se présentent à nous, climatiques, économiques, mais qui sont d'accord de se retrousser les manches, mais à la condition de ne pas se retrouver un jour ou l'autre sous une étiquette. Voilà. Mm. Donc évidemment, c'est un axe qui est pas récent. Il a déjà eu lieu plusieurs reprises historiquement en Bretagne. Donc c'est quelque chose qui fait sens en Bretagne, qui est une terre de culture avec 3 langues, qui a une culture qui est connue dans le monde entier, enfin qui a une sorte d'identité un petit peu culturelle, qui est importante, qui est spécifique, qui est un atout, qui a toujours été un atout. Et les gens aiment beaucoup en Bretagne travailler en réseau, travailler ensemble, voilà, se mettre autour d'une table pour essayer de changer les choses. Et donc ça a déjà existé à plusieurs reprises dans l'histoire de la Bretagne. Et on veut renouer avec ça, mais cette fois-ci, il s'agit d'en découdre avec le réchauffement climatique, d'en découdre avec les conséquences, en tout cas, du réchauffement climatique sur notre belle Bretagne. Et là, ça permet de rassembler des gens, voilà, qui viennent sans leur drapeau, sans leurs étiquettes, mais avec beaucoup de volonté pour réussir. Mm. Et est-ce qu'il y a déjà un endroit où on peut retrouver cette campagne, ou est-ce que voilà, on peut retrouver des informations si les gens ont envie de suivre un peu l'évolution de cette... Oui, alors pour l'instant, les gens peuvent aller sur un site qui s'appelle Je signe Bretagne. Alors, c'est pas le site de la campagne, puisque la campagne n'a pas démarré, hein, on n'a pas encore les dates précises, mais c'est un manifeste un petit peu qui a réuni très très vite 950 signatures, parmi lesquelles il y a beaucoup de coquelicots d'ailleurs, qui se disent ça vaut le coup d'être tenté, de tendre la main, que des écologistes tendent la main aux agriculteurs, tendent la main à l'agroalimentaire, tendent la main aux chefs d'entreprise pour construire la Bretagne de demain. Ça nous intéresse. Parce qu'il y a quand même aussi beaucoup de, je ne sais pas si c'est comme ça chez vous, mais beaucoup de coquelicots en Bretagne en tout cas qui ont le cœur gros, hein, et qui se disent, bon, quand même, là, les agriculteurs qu'on connaît, on connaît les enfants, tout ça, ils sont à l'école ensemble. Bon, ils voient bien que voilà, ils nous aiment pas, les coquelicots, voilà. Et ça leur pèse un peu. Vous voyez, ça leur pèse d'être dans ce climat-là. Et quand on leur propose, en définitive, un axe qui permet de résoudre le problème, ou en tout cas de tenter de le résoudre, les coquelicots, en tout cas, sont plutôt fous de joie. C'est un peu la très, très magnifique proposition de Fabrice Nicolino, c'est « Nous voulons des paysans ». Oui. Moi, mon bouquin, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais mon bouquin, c'est « Paysans, on vous aime ». Vous voyez, donc c'est vraiment de dire il faut qu'on fasse société ensemble et essayons de trouver des solutions ensemble plutôt que d'être dans des postures l'un contre l'autre, l'un ayant raison contre l'autre, etc. Donc je vais tenter ça politiquement en Bretagne. Très bien. Mais oui, donc on peut rappeler, nous, bien sûr, on en a parlé plus d'une fois au sein des coquelicots. Donc c'est Paysans, on vous aime, défendez-nous, défendez-vous et défendez-nous contre les pesticides de synthèse, aux éditions indigènes, il me semble. Oui. Voilà, mais c'est vrai que on s'en est pas mal servi, on a pas mal fait la promotion parce que ben voilà, ça retrace un peu l'histoire en fait de cet arrêté et puis de tout l'emballement qui en a découlé et qui finalement en plus a été
est due finalement à la réaction de la préfète, puisque vous l'avez dit bon, mais voilà, sinon, sans cette réaction-là, il ne se serait pas passé autant de rebondissements derrière. Oui, mais enfin, il faut dire que les coquelicots sont doués aussi, parce que quand Madame la préfète nous dit nous fait le coup de la moustache, là, dont je parlais tout à l'heure, ah ben le samedi suivant, les coquelicots organisaient une grande manifestation de moustachus à Langouette. Donc, Toujours beaucoup d'humour. Alors, j'ai quelques petites questions qui me sont arrivées, et notamment quelqu'un qui demande d'ailleurs si vous pouviez rappeler le nom du chercheur en sociologie que vous avez évoqué tout à l'heure. Alors, je ne sais pas si... Yorgos Sevenko. Voilà, j'espère que ce sera... Et n'hésitez pas d'ailleurs, je m'adresse aux internautes, si vous voulez voilà, noter des noms. Le webinaire sera disponible après en intégralité, donc n'hésitez pas à revenir pour voilà, pour noter des noms et des références. Et donc, sinon, qu'est-ce qu'on me demandait? C'était tout. Ah oui, et donc, est-ce que vous pouvez nous parler du manifeste convivialiste que vous avez signé récemment, voilà, qui réunit pas mal de personnalités, des chercheurs, des sociologues, voilà, vraiment de tous horizons. Et voilà, est-ce que vous pouvez nous en parler un peu, peut-être pour ceux qui ne connaîtraient pas? Oui, c'est un bouquin qui a été signé, je crois, à 50 auteurs, managé par Alain Caillet et Marc Imbert. Marc Imbert qui est prof d'économie émérite à l'université de Rennes et qui tente de travailler sur les chemins en fait de la transformation du monde libéral un petit peu, et d'essayer de voir comment on pourrait travailler sur ces données-là et sur des principes un petit peu fondateurs qui peuvent être qui peuvent faire des principes importants, comme par exemple de considérer que l'humain vit dans la nature et pas à l'extérieur de la nature. Ça, c'est un élément important. Considérer que nos relations humaines sont nos principales ressources. De travailler sur des notions d'entreprise qui ne seraient pas d'entreprise qui n'aient aucun impact négatif sur l'environnement et la santé, mais au contraire des impacts positifs. On sait que ça existe, des entreprises qui aujourd'hui font de la nature un atout et pas un élément de destruction ou un truc à prendre et à laisser détruit. Donc un certain nombre de principes comme ça convivialistes qui permet de trouver les chemins fermes, mais dans lesquels le conflit n'est pas forcément la solution non plus principale. Mais en tout cas, il y a une fermeté de modification du système économique en particulier, mais aussi des références, je dirais, plutôt plus humanistes, des soucis je dirais, sociétaux, comme par exemple comment dirais-je, le rapport femme-homme, la différenciation comme étant un atout et non pas une difficulté, enfin tout ce qui relève des conditions humanistes en fait. Très bien. Et alors, j'ai une question de Gilles Terrol qui vous passe le bonjour et voilà, qui nous suit et qui demande si la cantine est toujours 100% bio à Langouette. Bon, bonsoir Gilles. Oui, je pense, j'espère. En tout cas, je pense que c'est très difficile aujourd'hui, vu la pression qu'il y aurait des parents de changer de système. Donc pour l'instant, ça roule. Même ça, je pense que ça s'est optimisé puisque nous aussi, nous avons pas notre régie, puisque ce sont des porteurs de projets qui ont investi le terrain de foot qu'on a désaffecté pour faire une ferme permacole. Ferme permacole qui a fait une étude de marché et qui fournit à la cantine, quoi, hein, qui fournit donc de façon encore plus
proximale. Donc, elle a adapté sa production, cette ferme permacole, elle a adapté sa production à ce que habituellement le cuisinier commandait, quoi. Mais pour l'instant, je suis pas inquiet. Très bien. Bah, on espère que ça va perdurer. Mais d'ailleurs, est-ce que justement, c'est peut-être aussi une question d'éducation, voilà, cette mentalité qu'il faut construire par rapport au respect de l'environnement. Et voilà, si on veut construire des générations qui soient attentives à ces problématiques, est-ce qu'à Langouette, il y a eu voilà, une éducation qui a été orientée, enfin une pédagogie qui a été orientée par rapport à la mise en place de la cantine bio? Et est-ce que voilà, ça a pu passer finalement un peu comme à Montsartou, où on sait que finalement ça a presque influencé aussi les parents, puisque les enfants voilà, mangeaient bio à la cantine, puis ils vont aussi, alors là on a la régie qui permet voilà, aux écoles d'aller sur place, connaître vraiment voilà, la saisonnalité, mettre les mains dans la terre, etc. Et il y a pas mal de supports, en fait, ça donne pas mal de supports pédagogiques aux écoles. Est-ce qu'à Langouette, il y a pu avoir ce lien qui a été fait avec les projets, les différents projets? Donc il faut, ça va dépendre beaucoup de la sociologie de la population. Ce qui est vrai dans un endroit n'est pas vrai dans tous les endroits. Moi, j'ai eu toujours une difficulté avec cette question-là, puisque dans ma commune, c'est là qu'est née l'agriculture laitière intensive. C'est là qu'en 1964, il y a eu le premier remembrement. 100% des haies bocagères ont été arrachées. Et le président de la FNSEA, qui malheureusement est décédé il y a 6 ans, brutalement, avait ses terres à Langouette. Donc on était dans un milieu qui était hostile à l'écologie, quelque part. Donc il fallait, pour moi, l'important c'était d'abord de faire de l'écologie concrète, c'est-à-dire que plutôt que d'en parler, la faire. C'est mieux de manger bio que de parler de manger bio. C'est mieux de construire des logements dans lesquels il n'y a pas besoin de chauffage ou quasiment pas besoin de chauffage que de parler qu'on va le faire. Donc on a fait une écologie de l'action plus que de l'incantation. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a réussi et c'est pour ça que j'ai échoué avec les pesticides, parce que justement j'ai mis le doigt sur quelque chose qui remettait en cause en fait les pratiques des agriculteurs. Avant, quand vous mettez des panneaux photovoltaïques sur le toit de l'école, que l'école récupérait l'eau de pluie, que vous aviez du logement social très écologique, vous produisiez 100% de votre énergie électrique, que vous étiez de plus en plus autonome sur le plan alimentaire pour sécuriser la population, tout le monde vous disait bonjour, monsieur le maire, bravo, c'est extraordinaire, on parle de nous en plus à la télé, voilà. Donc, mais quand on s'attaque aux pesticides, là c'est une autre, là on rigole plus là. Monsieur le maire, fini de rigoler là, fini de rigoler. Donc là, on est attaqué très très dur. Et donc ça prouve que en fait la question qui est très importante, c'est que pour moi en tout cas, c'est que quand vous formez par exemple les parents ou les enfants à la bio, etc., enfin que vous faites des formations ou des sensibilisations, etc., vous provoquez quelque chose en retour qui est ce que Pierre Bourdieu appellerait la violence symbolique. C'est-à-dire, vous signifiez aux parents, si vous voulez, moi je m'occupe bien de vos enfants, regardez, je les nourris bien. D'ailleurs, vous avez vu, dans leur assiette, il n'y a pas de pesticides. En décalé, vous leur posez la question, et vous ne leur posez pas la question réellement, mais votre action interroge leur propre. Et là, les gens peuvent se sentir remis en cause dans leur choix, dans ce qu'ils appellent leur liberté de choix, liberté de consommer ce qu'ils veulent, etc. Donc moi, je serais assez plutôt j'en ai discuté avec Gilles au Sénat d'ailleurs, je serais plutôt pour une position un peu plus ferme. C'est-à-dire, je comprends pas aujourd'hui mes amis écolos, par exemple, qui disent on va former les gens à mieux consommer, on va former les gens à mieux acheter, etc. Mais comment ça se fait qu'on peut utiliser l'éducation populaire, les budgets de la commune, à former des gens à ne pas acheter des produits qui ne devraient pas être en vente? C'est une question politique. Il y a des choses, on se demande comment ça se fait que c'est en vente. Oui. Donc, Oui, ben, voilà. Et quand vous dites à des parents qui sont
sont très modestes et qui, par, par, une, par la pression de leur gosse, ont réussi voilà, à acheter un pot de Nutella, et que vous arrivez avec vos gros sabots en disant « mais non, Nutella, tu te rends compte, l'huile de palme, machin et tout », voilà, et c'est ça qui fait que l'écologie aujourd'hui n'est pas suffisamment populaire, parce qu'elle porte malgré elle un jugement sur les comportements, notamment de consommation des gens, qui se sentent atteints dans leur libre arbitre. Donc je crois que c'est un sujet politique, et on devrait aujourd'hui véritablement être beaucoup, beaucoup plus directif sur les conditions de mise sur le marché d'un certain nombre de produits. Vous savez, quand un ministre vous dit moi j'avais réussi à interdire l'importation de l'huile de palme, j'étais content, le Parlement c'était bon, le ministre ça a été bon, et il y a eu un veto définitif du ministère des Armées disant que ça allait rompre, l'interdiction de l'importation de l'huile de palme allait mettre en cause les marchés d'armes avec l'Indonésie. Voilà. Donc on est vraiment, il y a des choses qui sont vraiment dans le champ politique beaucoup plus que dans le champ de la responsabilité citoyenne. Même s'il faut se bouger aussi en tant que citoyen, bien sûr. C'est plus systémique qu'autre chose, finalement. Et alors, j'ai une autre question. Je ne sais pas de qui elles arrivent par contre, mais bon, j'imagine qu'il y a pas mal de coquelicots qui doivent nous suivre. Mais alors, en tout cas, c'est une question qui demande si vous savez s'il y a une augmentation de demande de formation en maraîchage bio dans les CFPPA de Bretagne. Oui, il y a une augmentation importante. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui veulent devenir agriculteurs, de jeunes qui veulent devenir agriculteurs. Le gros souci, c'est que c'est l'acquisition du foncier, l'accession au foncier. C'est vraiment une problématique tout à fait considérable. Mais quand j'ai commencé, moi, il y a 20 ans, quand j'ai présidé l'intercommunalité, nous avons pris la compétence agriculture bio. Et nous avons, en 6 ans, j'ai réussi à acquérir 26 hectares pour installer 6 agriculteurs bio. 26 hectares en 6 ans. Un mal de chien, tellement la terre est prisée, et tellement aussi la transmission des terres d'un agriculteur à l'autre est complètement cadenassée par la SAFER qui aujourd'hui a mis en place tout état de dispositifs qui font que c'est très favorable à l'agrandissement et pas du tout favorable à l'installation, notamment à l'installation de jeunes qui ne sont pas issus du monde agricole au départ, mais qui ont des formations. D'accord. Alors, il y a bien sûr plein de leviers, il y a les terres de liens, il y a plein de solutions, mais c'est pas ça aujourd'hui qui fait changer ça n'avance pas assez vite il n'y a pas assez de foncier aujourd'hui destiné à la bio en particulier. D'accord. Alors, je regarde si... oui, alors j'ai une question qui revient par rapport aux projets qui ont été menés à Langouette et qui demande comment est produite concrètement l'énergie à Langouette. Alors, nous avons misé uniquement sur le photovoltaïque, avec d'ailleurs les premiers panneaux photovoltaïques ont été installés en Bretagne, c'est sur Langouette, c'est sur l'école de Langouette d'ailleurs. Ça se visite aujourd'hui comme des collectors, tellement nous avons avancé, à la fois sur le recyclage, qui était très mauvais il y a 20 ans, le recyclage des panneaux, très très mauvais. Donc on a amélioré bien sûr les performances. On aurait pu faire l'éolien, mais on était empêché de le faire, non pas par l'absence de ressources, mais par le survol d'un couloir militaire aérien, donc qui empêchait toute l'éolienne de grande... voilà. Ce qu'on a essayé surtout, c'est de travailler sur les boucles énergétiques locales, c'est-à-dire de faire en sorte que, vu que la loi nous a permis depuis 2017 de produire de l'électricité pour les habitants, donc ça c'était nouveau, on ne pouvait pas le faire avant. Donc toute commune de France aujourd'hui peut devenir producteur, comme Enercop, donc nous avons intérêt de travailler sur de l'énergie locale qui va être produite localement et consommée localement. Tout ça bien sûr pour lutter contre le nucléaire,
parce qu'il faut absolument éviter que les centrales nucléaires soient relancées. Et donc, pour ça, il faut que nous puissions produire notre propre électricité et surtout la consommer localement. Donc, c'est les procédés de boucle énergétique locale. Donc, nous avons lancé ça. La première, d'ailleurs, en Bretagne, c'est aussi à Langoët. Et donc là, il y a un avenir par rapport à ça. Maintenant, sur le plan du stockage, il y a des soucis parce que c'est toujours avec des batteries. Donc, nous avons fait aussi des véhicules électriques donc, qui sont alimentés par l'énergie renouvelable, mais c'est quand même des batteries au lithium, donc c'est pas raisonnable sur le plan. Et donc, quand j'ai quitté mon mandat de maire, j'étais beaucoup en réflexion sur l'hydrogène en particulier, mais surtout sur l'air comprimé, qui est une technique assez intéressante, qui à la fois permet de produire de l'énergie, mais aussi produire de la mobilité. Donc c'est émergent, mais je pense que l'on a là quelque chose d'intéressant pour échapper le plus possible à l'énergie électrique, qui est quand même un problème, notamment en raison du nucléaire, quoi, et puis aussi de l'origine des batteries, etc. Très bien. Alors, est-ce qu'il n'y a pas de nouvelles questions? Très bien. Donc voilà, je regarde moi-même si j'ai fait le tour. Mais voilà. Donc, on peut laisser peut-être un peu de temps, voilà, s'il y a des nouvelles questions qui arrivent, mais a priori, on a abordé tous les sujets. Est-ce que tu as une question? Ah oui, oui. Ok, alors attends, elle était où? Ah oui, attends, je la trouve pas, elle est où? Ah oui, là. Oui, donc il y avait une question sur la formation dans les lycées agricoles. Voilà, et comment changer, puisqu'on, enfin, moi-même, très personnellement, je suis en lycée agricole depuis 4 ans, plus de 4 ans, et on sait que les programmes sont pas mal édités par la FNSEA, en tout cas pas mal influencés par la FNSEA, et voilà, comment changer les formations dans ces lycées? Est-ce que vous avez déjà donc les lycées publics ou les lycées privés. Donc les lycées publics, là, ça serait véritablement une formation, une décision politique que les lycées publics agricoles soient tous amenés à former des agriculteurs bio ou en agroécologie, par exemple. Donc ça, c'est une décision purement d'État. Purement d'État. Mais c'est là encore décidé par le ministère de l'Agriculture, qui est co-géré par la FNSEA. Et puis, vous avez les lycées agricoles privés, qui sont beaucoup plus nombreux. Leur conseil d'administration est présidé par la FNSEA. Donc, on n'aura pas de sortie, en tout cas des pesticides, par ce biais de la formation. C'est dramatique, hein, c'est un système qui très fermé, qui est fermé, qui s'entretient par lui-même et qui en plus génère, si vous voulez, des revenus de mandats électifs de la part des agriculteurs. C'est-à-dire, je ne sais pas si c'est tout à fait vrai, mais en tout cas, hier, j'ai eu l'information qu'une journée de réunion pour un mandat quelconque, à la Chambre d'agriculture, à la SAFER, etc., dans la coopérative, c'est 200 € de la journée. Donc ce revenu lié au syndicat, regardez le revenu de Madame la Présidente de la FNSEA, 35 000 € par mois, de revenus de syndicats, fait que les agriculteurs ont des fois des revenus supérieurs de leur mandat par rapport à leur activité agricole. Et donc c'est un système qui est bloqué par rapport à ça. Tout le monde le sait, mais aucun homme politique n'a eu le courage jusqu'à présent de mettre fin à ce système. très bien. Par Donc peur. Oui, toujours toujours les mêmes raisons. Et d'ailleurs, juste peut-être pour rebondir sur une actualité récente, qu'est-ce que vous pensez de ce retour des néonicotinoïdes, voilà, qui
qui ont, par dérogation, été réautorisés après une interdiction il y a 2 ans. Et enfin, est-ce que vous comptez peut-être vous mobiliser au travers du collectif des maires anti-pesticides et quelles actions vous aimeriez mener ou quelles actions vous pensez qu'il faudrait mener sur ce sujet? Oui, on a saisi le Conseil constitutionnel, on n'a peur de rien, oui. Sur une question préalable de constitutionnalité, en saisissant les juges du Conseil constitutionnel et en leur demandant de dire le droit sur le fait que quand vous avez un code de l'environnement, ce code de l'environnement peut être amélioré, bien entendu, mais en aucun cas être régressif. Et nous considérons que le retour des néonicotinoïdes est une régression du code de l'environnement et de la loi des lois environnementales. Donc nous attaquons là-dessus pour dire qu'il y a quelque chose qui est anticonstitutionnel. Pas sûr à gagner, mais enfin, en tout cas, on l'a fait. Le deuxième, c'est typique, si vous voulez, du retour des néonicotinoïdes. On sait très bien que la filière betterave est extrêmement en difficulté depuis des années. Il y a trop de sucre, et le sucre se vend mal parce qu'il est en concurrence avec d'autres sucres, notamment thaïlandais et indiens. Et donc, forcément, il y a sur place la betterave, et puis il y a les usines de transformation de sucre, et tout ça est en difficulté, en grande difficulté, et que cette filière, aujourd'hui, devrait produire moins de sucre, mais continue à vouloir en produire coûte que coûte, alors que la loi Egalim, par exemple, prévoit de diminuer de beaucoup le sucre dans les plats préparés, par exemple, jusqu'à les interdire. Il y a beaucoup de sucre aujourd'hui qui sont dans l'alimentation et qui provoquent des pathologies importantes, le diabète en particulier. Et donc, il y a une loi alimentation, le bien manger, soi-disant qu'on appelle tout ça, avec des grands mots, mais on devrait avoir beaucoup moins de sucre. Et par ailleurs, on importe, ce qui est un comble, on importe du sucre bio. On importe. Donc, il y aurait une filière à repenser et à réaménager, et on ne le fait pas. Et donc, parce que les agriculteurs, si vous voulez, en tout cas, je ne connais pas la betterave, bien sûr, mais dans ma commune, en tout cas, sont persuadés que le retrait des pesticides, ça n'arrivera jamais, parce que leur syndicat l'empêchera. Donc, ça veut dire qu'ils ne se préparent pas ni intellectuellement, il va falloir qu'on change, ni techniquement. Et l'État joue avec ça, parce que quand le président annonce qu'en 2021, il n'y aura plus de pesticides, il ne veut pas le mettre dans la loi Egalim. Il ne veut pas le mettre. Donc, ce n'est pas dans la loi. Donc, pour le coup, on dit, ah ben oui, mais on ne peut pas, on n'est pas prêt, etc. etc. Et donc, on n'avance pas quoi, sur ces choses-là. Et le plan Zéro Phyto, par exemple, qui a été dessiné à la suite du Grenelle de l'environnement voulu par Nicolas Hulot, enfin impulsé par Nicolas Hulot, mis en place par Nicolas Sarkozy, on prévoyait à l'horizon 2021 la diminution de 50% des pesticides de synthèse et du glyphosate en particulier. Or, en Bretagne, on a 23% de plus. Mais à qui on a confié le plan Zéro Phyto localement? À la FNSEA. Donc forcément, si vous voulez, il faut une politique très très forte pour changer les systèmes. Oui. Alors, j'ai encore quelques questions qui m'arrivent. Est-ce que vous pourriez donner plus d'infos sur les logements sociaux sans chauffage? Quelqu'un demande. Oui, donc Jacques Ellul, qui est un des théoriciens de l'écologie, disait que l'écologie, c'est avoir le choix entre plusieurs solutions, mais encore faut-il que ces solutions existent vraiment. Donc, on n'a pas toujours la solution, mais depuis 21 ans, si vous voulez, on a eu une politique de construction de logements, soit en accession sociale à la propriété, soit en locatif social. Bon. Et donc, forcément, la performance énergétique était une performance importante à avoir. Donc, il ne fallait pas d'énergie fossile pour chauffer les maisons, il ne fallait pas d'énergie électrique pour chauffer les maisons, il ne fallait pas de gaz non plus. Donc, on devait miser sur une très bonne isolation des maisons, sur une orientation bioclimatique des maisons qui fasse que
on ait un apport naturel du soleil qui vienne chauffer l'hiver, en particulier la maison. Donc, on a une très bonne isolation, bien sûr. On a réduit, au début, ça a été notre principal, réduit notre besoin d'énergie, et nous avons mis des poêles à granulés, essentiellement, donc, qui faisaient le complément de chauffage. Et là, ces premières maisons, nous étions à 160 € d'énergie par an. Puis, on a continué à avancer, puisqu'on a amélioré l'orientation bioclimatique, mais surtout l'isolation. On est arrivé à 110 € par an de chauffage. Hein, voilà. Et là, les dernières maisons, elles sont en construction actuellement. Donc, elles sont bien isolées, elles sont bien orientées, mais elles vont produire, puisque la loi nous le permet maintenant, elles produisent leur propre énergie. Et donc, elles sont producteurs d'énergie qu'elles consomment elles-mêmes. Donc, ça on appelle l'autoconsommation individuelle. Ce qui fait que la facture sera de l'ordre de 0 € en facture d'énergie. Ouais. Donc, on améliore, si vous voulez, à chaque fois la technologie. On trouve aussi, on a beaucoup de progrès à faire, hein, encore. On a en particulier on a commencé à travailler avec l'architecte Philippe Madec sur comment le manifeste, que j'ai signé aussi, le manifeste de la frugalité heureuse en architecture, qui vise à faire en sorte que dorénavant on essaye de construire des maisons qui n'aient pas du tout besoin de techniques embarquées, c'est-à-dire pas besoin de ventilation, pas besoin aération naturelle, pas besoin de chauffage, où l'architecture elle-même compense résout les problèmes climatiques, les problèmes de refroidissement, de réchauffement, etc. etc. Donc, on sait faire aujourd'hui, en tout cas, du logement sans consommation, qui pour moi est du logement social. Vous vous rendez compte du logement social, en plus construit au prix conventionnel, sans surcoût, du logement social dans lequel les gens n'ont pas de facture d'énergie, ou peu de facture d'énergie, c'est quand même important sur le plan d'une écologie sociale. C'est une petite révolution quand même. Et finalement, puisque quand même ces projets de construction de logements sociaux et la transition pour la cantine 100% bio, etc., toutes ces technologies, même les panneaux solaires, tout ça, ça a quand même un coût, on imagine. Est-ce que vous avez reçu des aides? Enfin, comment vous avez pu financer tous ces projets-là? Est-ce que la région a été un soutien ou est-ce que vous avez pu trouver les financements seulement grâce à la mairie? Oui, il faut se battre, bien sûr, mais si vous voulez, on a un axe quand même, je pense, dans les communes, c'est qu'il y a un écart aujourd'hui extrêmement important entre la COP 21 signée à grand renfort de publicité par le gouvernement et M. Fabius, la COP 21, donc, qui affiche des objectifs que la France ne respecte pas. Non seulement elle ne respecte pas, mais elle continue à aggraver la situation. Donc il y a un moment donné où il y a une crédibilité qui n'est plus là, et je pense vraiment que ça a déjà commencé, que les financements aujourd'hui iront, et notamment les financements des communes, iront vers des performances sur le plan écologique. Je pense qu'il y a là un espace, y compris au niveau européen, où on va vraiment privilégier les communes qui font des efforts importants en termes de transition écologique plutôt que celles qui n'en font pas, quoi. Et donc on a besoin aujourd'hui des communes, y compris pour être, dans ce qui est d'ailleurs la loi MOP, hein, la loi nous oblige normalement à ça, être aussi des territoires d'expérimentation. C'est-à-dire que nous sommes habilités à essayer aussi des techniques, à essayer de les mettre en œuvre pour favoriser justement l'évaluation, la recherche appliquée dans toutes ces énergies et procédés constructifs, etc. Donc j'ai eu du mal à avoir des financements, le ministère et autres, parce que généralement les cases ne sont pas bien foutues. On est toujours en dehors de la case dès qu'on veut innover, évidemment, c'est un principe. C'est d'ailleurs un bon signe, hein. Quand on est en dehors d'une case, c'est que c'est très innovant. Et donc,
J'ai eu un peu de mal, je me suis battu, mais j'y suis arrivé. Je suis arrivé à trouver des financements, oui. Très bien. Et à ce titre-là, d'ailleurs, il y a enfin, ces prochains jours le budget de l'Europe qui va se jouer, notamment avec une proposition de Pierre Larouturou et d'autres eurodéputés sur une taxe pour la transition, sur les transactions financières. Est-ce que vous pensez que ça peut être un réel levier aussi voilà, pour financer des projets de transition vraiment concrets? Est-ce que voilà, est-ce que vous, en tout cas, vous soutenez cette démarche et voilà, de taxer les marchés financiers qui sont aujourd'hui qui ne contribuent pas du tout voilà, sur aucun plan. Et Oui, bien sûr, il faudrait absolument les taxer, même très fort, quoi. Et le problème, c'est qu'ils échappent aux taxes. Et par contre, il y a les taxes plus symboliques qui peuvent poser problème, comme vous savez que les Bretons, dès qu'on a voulu leur mettre une taxe ça a donné les bonnets rouges. Parce que cette taxe, symboliquement, elle était très, très importante. Moi, moi qui étais partisan de la taxe carbone, a priori, quand j'ai vu arriver ça, les portiques et tout ça en Bretagne, et puis qu'on s'est aperçu que, pour le coup, placés où ils étaient, par l'État français, évidemment, de Jacobin, on taxait le pot de yaourt 4 fois en Bretagne, qui a déjà un problème de valeur ajoutée de ces produits. J'avais écrit au président de région, je lui ai dit ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Il va y avoir une. oui, Et ça n'a pas loupé. Je savais pas du tout que ça allait donner les bonnets rouges, hein, mais les bonnets rouges qui étaient symboliquement en Bretagne, historiquement au XVIIe siècle, l'histoire d'une taxe justement qui avait été mise en place aussi par la noblesse locale et qui avait créé une révolte dans les campagnes. Donc méfions-nous des taxes quand ces taxes ne sont pas. Il faut manier avec prudence, mais bien entendu, taxer les capitaux financiers, vraiment, ça il faut. Oui, qu'elles ne touchent pas en tout cas les personnes qui sont déjà pas forcément voilà, qui sont dans le besoin, ou en tout cas garder une justice peut-être voilà, en n'accumulant pas des taxes. Il y a des choses à revoir. Quand vous avez des banques françaises, des grandes banques françaises, que vous regardez leur portefeuille d'investissement, qu'ils ont mis en place l'année dernière, et que vous constatez que 80% de leurs investissements sont dans les énergies fossiles, vous avez quand même de quoi vous mettre en pétard. On est d'accord. Et alors, j'ai une dernière petite question. La dernière, hein. La dernière. Alors, qui est un peu, il faut que je comprenne, dans une commune où la conscience de la nécessité de changer les pratiques est très loin, donc on précise dans une commune rurale de 500 habitants avec des terres d'éleveurs laitiers, quelles actions concrètes vous pourriez conseiller en quelques mots pour cette commune qui aimerait changer, un peu comme l'Angoisse? Ça dépend qui veut changer dans cette commune. Et donc, il faudrait que la personne elle vous laisse ses coordonnées, te laisse ses coordonnées, et qu'on reprenne contact par téléphone. D'accord. Hein, et je mettrai un réseau, notamment avec Brudette, Bretagne rurale, urbaine et développement durable, qui est un réseau de communes où on a démarré à 3 il y a 20 ans pour s'entraider, parce qu'on ne savait pas comment faire. Et on était 3 communes qui voulaient à peu près faire de l'écologie, du développement durable, mais par quel bout prendre les choses. Donc on se voyait souvent, tu as fait ça comment, toi tu as fait ci, etc. Donc c'était un réseau d'entraide. Et aujourd'hui, ce réseau fait 190 communes en Bretagne. D'entraide pour réussir le développement durable. Donc, par exemple, quelqu'un a un projet de cantine 100% bio ou cantine bio, bon, il va aller voir une commune qui a fait, il va aller voir Gilles aussi, parce qu'il sera aiguillé forcément vers là.
autre qui veut faire une école exemplaire sur le plan écologique, elle va rencontrer d'autres qui en sont en train d'avoir le même projet. Tout ça, ils vont comparer leur savoir-faire et ça va faire avancer la question écologique. Donc, je mettrai en contact cette personne avec ce réseau. Très bien, bah, c'est noté, on va faire suivre l'information. Bon, alors, on me signale que dans les commentaires qui sont donc, des diffusions sur Facebook et YouTube, il y a beaucoup de gens qui vous remercient et qui vous félicitent pour vos engagements. Donc, bah, voilà, on se joint à eux évidemment pour vous remercier. Voilà. Et donc, pour conclure, j'aimerais juste vous poser une petite question que j'ai posée aux intervenants des précédents webinaires et que je vais essayer de poser un peu à chacun des prochains invités qu'on recevra. Voilà, c'est personnellement, en quelques mots, comment vous aimeriez voir l'agriculture du futur, ou en tout cas, voilà, quel avenir vous aimeriez, vous, voir l'agriculture, dans quel avenir, voilà, vous voyez, vous, personnellement, vous aimeriez voir évoluer l'agriculture? Moi, je crois que j'étais fou de joie quand Fabrice Nicolino a lancé ce slogan « Nous voulons des paysans ». Il a même été plus loin que ça, « Nous voulons 1 million de paysans ». Et je pense que vraiment, c'est ça qu'il nous faut. Et on parle de paysans. Et donc, il en faut beaucoup. On est dans une terre, en Bretagne en particulier, où nous allons avoir la chance, ou la malchance, je ne sais pas, mais en tout cas d'être l'une des régions les plus vivables d'Europe, à cause du climat. Et nous allons avoir peu de problèmes d'eau, contrairement à d'autres, même si nous allons avoir des coups de butoir, de grands froids, grands chauds, etc., une transformation aussi importante de notre végétation. Il n'empêche que nous allons pouvoir rester une terre nourricière. Donc, il faut vraiment que l'agriculture soit de plus en plus paysanne, que les agriculteurs deviennent les stars de notre société et que on soit véritablement dans une alliance aujourd'hui très forte entre la société et ses paysans. C'est mon aspiration la plus profonde. Très bien. Et ben, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup. Merci. Merci infiniment de nous avoir rejoints. Voilà, on donne rendez-vous aux internautes le mois prochain, le premier vendredi du mois, encore pour un webinaire. Et puis, on espère vous rencontrer peut-être bientôt en présentiel, comme on dit aujourd'hui. Le 8 janvier, très bien, oui, parce qu'exceptionnellement, exceptionnellement, le premier vendredi tombe un 1er janvier, donc c'est un peu compliqué. Voilà, donc le 8 janvier à 18h30 sur nos réseaux. Et puis voilà, à très bientôt. Merci mille fois, Daniel Piaf, de nous avoir rejoints. Merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir, à bientôt.